Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local, national, voire même international, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission, de ce nouveau MAG, éduquer les Afghanes à tout prix. Le MAG fait un focus aujourd'hui sur Nayestan. L'ONG œuvre pour la scolarisation des filles, malgré les interdits, et lance un tout nouvel appel à l'aide. On en parle dans un instant. Plus de 3 ans sans école, l'éducation mise à mal dans ce pays, vous le savez, avec des répercussions sur le taux de scolarisation des filles, bien évidemment, mais aussi des garçons. Quel avenir pour cette jeunesse afghane? Élément de réponse avec nos deux invités dans un instant. Alix, dans ta loupe, tu nous parles de Wazir Khan, un homme qui brave les interdits pour faire classe aux enfants. On voit ça dans un instant, on y va. Bonjour Anaïs. Bonjour. Anaïs Bataille, vous êtes directrice des opérations de l'ONG Nayestan. Nayestan, c'est quoi? Vous voulez dire la signification? Oui, la signification, on peut commencer, oui. Nayestan, c'est un mot en dari qui veut dire littéralement la jonchée du roseau. Et c'est aussi dans un des vers du grand poète perse Rumi. C'est-à-dire que le roseau plie mais ne casse pas, c'est ça l'idée? Et dans son poème, il parle notamment de l'exil et de l'importance d'avoir des racines. D'accord. Lutfi Ataï est également avec nous, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes chef de projet de cette ONG Nayestan. Comment est né Nayestan? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Oui, Nayestan est né, a été fondé par Dominique Dupuis en 2022. D'accord. Et après, en 2023, Dominique Dupuis a fait un partenariat avec Carole Mann Femed. Et puis, à partir de ce moment-là, les deux associations travaillent depuis 2023 sur le programme de Laissez-nous apprendre. Donc, quelle mission vous êtes donnée au sein de l'association? La mission principale de Nayestan, c'est de donner aux jeunes filles afghanes l'accès à une éducation secondaire dont elles sont aujourd'hui privées depuis 3 ans. 3 ans déjà. On fait une émission chaque année, on a le sentiment que la situation se dégrade effectivement mois après mois, année après année. Oui, aujourd'hui, c'est 2,5 millions de jeunes filles qui sont privées d'éducation secondaire. Et donc, au sein de Nayestan, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne et on finance la création de classes informelles pour les jeunes filles, donc à partir du niveau secondaire, donc à partir de la 6e. C'est ça, parce qu'on précise que l'éducation est interdite pour les petites filles en Afghanistan, toutes les filles qui ont moins de 12 ans, c'est ça, hein? Qui ont plus de 12 ans. Qui ont plus de 12 ans, pardon. À partir du secondaire. Après secondaire. Vous avez récemment lancé un appel à l'aide. 3000 filles risquent de perdre leur classe informelle. Pourquoi? Tout à fait, parce que nous sommes subventionnés par presque un donateur. On est dépendant de ce donateur. Mais finalement, comme vu la situation, on risque de ne pas avoir ce budget. Du coup, il est important de nous soutenir dans ce projet parce que bien que 3000 élèves ne soient pas énormes, mais pour ce qu'on fait sur 22 000 millions d'Afghans, mais quand même c'est un grand impact parce que nous avons 180 enseignantes aujourd'hui en Afghanistan. 180. 190 enseignantes en Afghanistan, dans les 3 000 élèves. Ouais. Et les 190 enseignantes, la plupart sont dépendants de ce salaire qu'on fournisse. En plus, en fait, comme on dit en anglais, elles sont des breadwinners. La plupart, ils sont des veufs, des enseignantes qui ont perdu leur travail. Du coup, non seulement on fournit l'éducation à ces 3000 élèves, mais également ces enseignants subviennent à leurs besoins et ceux de leur famille. On peut remettre le lien, bien sûr, pour faire des dons pour votre ONG. Ça représente combien il faut budgéter pour scolariser une petite fille, justement, dans ces classes informelles? Pour une année de scolarité pour une jeune fille, c'était 300 € l'année. D'accord, 300 € l'année, on va dire quoi, c'est 25 € par mois, donc voilà. Mais encore une fois, n'hésitez pas à faire des dons. Alix. C'est 145 classes informelles que vous avez mis en place en seulement 3 ans. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi à le faire? Dominique Dupuis, du coup, a travaillé pendant plus de 20 ans en Afghanistan, donc elle avait un très bon réseau sur place. Et donc, les enseignantes qu'on accompagne, elles nous sont recommandées par ces membres de ces réseaux différents. Donc, à chaque fois, c'est des recommandations. Et on fait attention, justement, pour justement tout cet aspect sécuritaire, qu'elles nous soient recommandées. Ce pas des personnes qui nous arrivent comme ça. Et nous,
à Paris, on est une équipe de 7 salariés. Parmi ces 7 salariés, on a 5 personnes qui sont afghanes. Donc on est en mesure de passer des entretiens avec ces personnes pour s'assurer, qu'elles ont la capacité d'enseigner le niveau secondaire et en plus qu'elles ont la capacité au sein de leur foyer d'accueillir environ 20 à 25 jeunes filles 6 jours par semaine. Donc on s'assure aussi que toute la famille est d'accord pour accueillir ces jeunes filles, notamment les figures masculines du foyer, puisque c'est eux qui, si jamais des questions venaient à être posées, c'est eux qui devront y répondre et protéger la classe et adopter le narratif qu'on communique à tout le monde. Puisque d'extérieur, ces classes, c'est pas des classes, c'est vraiment des cours de couture gratuits. C'est comme ça qu'on présente l'existence d'une classe pour l'extérieur. Les jeunes filles, on leur demande de venir avec des outils de couture. Les classes, elles ont aussi été équipées en machines à coudre. On a essayé de cultiver ce narratif pour protéger l'ensemble du réseau. Et en fait, ces femmes, elles prennent un risque énorme. Les jeunes filles aussi et leurs familles aussi. Donc tout le monde a intérêt à protéger ce narratif et à protéger... Les talibans sont au courant, j'imagine. Oui, bien sûr. Rien ne se fait sans qu'ils soient véritablement au courant. Donc c'est une sorte de tolérance. Et encore une fois, on qu'on marche sur le fil de rasoir. C'est ça. Ouais. Ils ferment les yeux sur cette pratique, puisque effectivement, les jeunes filles qui sortent et qui rentrent d'une même maison, tout le monde peut le voir. C'est pas... Lutfia, on a compris, l'équation incroyablement délicate, compliquée, et elle est rendue encore plus difficile parce que maintenant, vous ne pouvez plus vous rendre sur le terrain, vous ne pouvez plus aller là-bas, très concrètement. Tout à fait. Bien que nous soyons ici, nous coordonnons le projet depuis la France, mais merci à des messageries cryptées en Afghanistan, du coup, on arrive quand même à les contacter quotidiennement, d'où cette relation nous aide en fait de nous rapprocher de nos enseignantes. On connaît chacune de nos enseignantes, leur état financier, leur situation familière. Et puis, du coup, on a créé ce lien de confiance. Et c'est grâce à ce lien de confiance et ainsi que nos réseaux que le programme depuis 3 ans fonctionne à merveille et on espère de pouvoir continuer. Qu'est-ce qu'elles vous disent justement, ces enseignantes qui œuvrent au quotidien et qui bravent les interdits au quotidien? J'imagine que vous les soutenez aussi sur le plan psychologique, peut-être? Il faut trouver les mots pour... Oui, c'est vrai qu'on continue à les motiver, quoi. On a beaucoup de témoignages tant d'enseignantes que d'élèves qui veulent continuer, ça passe par des dessins, par des poèmes, et c'est vrai qu'elles nous témoignent vraiment cette force qu'elles ont et cette envie d'apprendre, ça c'est indéniable. Et par rapport à l'aspect psychologique et toute cette thématique de la santé mentale, nous, c'est vrai qu'on a voulu se positionner aussi sur ce volet et on a voulu créer un projet pilote, c'est tout petit, mais un projet de soutien psychosocial. Il consiste en quoi, du coup? On a recruté des psychologues, donc 10 femmes, psychologues, qui se rendent dans les classes 2 fois par mois. Donc, c'est quelques classes du projet. Et pour faire des séances de groupe de parole avec les jeunes filles, on utilise beaucoup le jeu au sein des classes et pour aborder des thématiques un peu complexes comme la résilience, la gestion des émotions, la gestion du stress. L'idée, c'est vraiment de créer un espace où elles peuvent parler librement et voilà, parler de comment elles se sentent. Des séances où on arrive tout de même à retrouver un peu le sourire, où la parole est un petit peu libre, dans une parenthèse, une bulle d'oxygène? Franchement, ce projet de psy nous a énormément aidé parce que dans une classe, le psy va aller et elle va pouvoir, une bonne initiative, elle va pouvoir créer une petite discussion avec les élèves et les élèves qui ne sont pas à l'aise à s'exprimer devant toute la classe, ils vont mettre des petits mots et après, ça sera lu, ça soit discuté la prochaine fois. Du coup, tout ça, on voit via ces messages qu'il y a quand même l'espoir de vivre, de continuer, de lutter. Et si on voit que tout n'est pas perdu grâce. Et ça, ces classes donnent de l'espoir aux élèves et à nos femmes. Et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir. Et comment la sélection des élèves se fait-elle? Il faut convaincre les parents d'abord? D'habitude, souvent, nous, on se base sur nos réseaux.
souvent. Par exemple, on a recruté une enseignante via nos réseaux pour que la confidentialité soit vraiment respectée. Et l'enseignante va recruter ses élèves dans le voisinage. Pour qu'il n'y ait pas trop de distance. Et puis, c'est sur la confiance entre l'enseignante et les parents. Les parents viennent, ils vérifient, on s'assure que les membres de la famille soient d'accord avec ce mode de travail. Et puis, vraiment, tout se passe dans de très bonnes conditions. Dans quelle langue sont enseignées les matières, du coup? En dari, en pachto? En fonction de la localisation de la classe. Si c'est une province qui est pachtonophone, ça sera en pachto. Et si c'est une province dari, où on parle le dari, ça sera dari. Et dans les classes, on enseigne le dari, le pachto, l'anglais et les matières scientifiques, donc maths, physique, chimie, biologie. Ah oui, tout ça. Ouais. Mais c'est pas tout, on ne couvre pas toutes les matières du curriculum. Et c'est un enseignant ou plutôt une enseignante qui s'occupe de transmettre tout le savoir, ou il y a un enseignant par maître? Enfin, comment ça dépend du prof? Non, comment on l'a conçu, c'est une enseignante pour une classe qui enseigne les 8 matières, mais au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que ces enseignantes ne sont pas forcément toutes des enseignantes de formation, donc elles avaient des difficultés dans une ou deux matières. Donc on a mis en place des enseignantes assistantes qui viennent dans la classe pour justement pallier les lacunes de l'enseignante sur telle ou telle matière. Donc des fois il y a des binômes, d'accord. C'est ça, mais c'est toujours des femmes. Et ça, on s'en est rendu compte grâce au suivi du projet que nous on fait depuis Paris, mais aussi grâce à l'équipe de coordination qui se rend de manière récurrente dans l'année pour s'assurer qu'au sein de la classe tout se passe bien. C'est une journée de cours, c'est une demi-journée de cours. Encore une fois, ça dépend de la localisation, ça dépend des ressources aussi. Idéalement, c'est quoi? Nous avons 4 heures de cours par jour et 6 jours par semaine. 6 jours sur 7, d'accord. Ouais, voilà. Super. Et pendant les 4 heures... Toujours que le métier d'enseignant, c'est un job à plein temps, là. Pour le coup, c'est vraiment le cas. 6 jours sur 7. Comme Anaïs dit, nos enseignants ne sont pas des professionnels. Du coup, 4 heures, c'est déjà beaucoup. Et comme il y a également les filles qui doivent aller à d'autres cours, vous savez, malgré qu'il y a beaucoup d'interdictions, mais quand même, il y a des cours à domicile. Quel type de cours à domicile? Souvent, comme nous, on fournit les cours informels, il y a d'autres organismes également sont présents en Afghanistan et ils font. Du coup, les parents essayent par tous les moyens d'éduquer leurs filles malgré la situation, malgré l'interdiction actuelle. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire les 4 heures de cours, on va dire, avec Naestan, et puis après, une fois rentrés à la maison, avoir peut-être d'autres ressources et étudier autre chose ou étudier différemment, quoi. Et puis les enseignantes aussi, elles sont finalement aussi très occupées. Beaucoup suivent des cours en ligne, tentent d'obtenir des bourses. Donc c'est vrai qu'on s'est arrêté à 4 heures et ce modèle fonctionne bien. Puis en plus, l'année dure 12 mois et non 9 mois comme sous la République. 12 mois, 6 jours sur 7. Oui, après on a des vacances et on suit le calendrier en fonction des jours fériés. Mais je veux dire, on a pris cette longue année scolaire pour justement que les enseignantes aient le temps de revenir sur des notions, de prendre le temps. Enfin, l'idée, c'est pas que ce soit la course pour arriver à la fin du programme. Donc, elles ont le temps de revenir sur plein de notions. Est-ce que dans une même classe, il y a plusieurs niveaux, j'imagine? Ils ont quel âge en moyenne? Non, dans une classe, une enseignante enseigne à un niveau. Ok, très bien. Alors parfois, il y a des enseignantes qui enseignent parce qu'au sein de la communauté, elles ont réussi à trouver beaucoup d'élèves et donc elles ont 2 classes, mais c'est du coup le matin et l'après-midi. Et du coup, les niveaux, c'est du niveau 6e jusqu'à terminale. Aujourd'hui, on a très peu de niveau lycée, puisqu'on a commencé il y a 3 ans avec le niveau 6e et 5e. Donc on a peu de classes en première et en seconde, mais tous les ans, on avance. L'enseignante suit sa classe. Si elle a démarré en 7 en 2022, aujourd'hui, elle est avec une classe de 9, donc l'équivalent 4e. Et est-ce qu'éventuellement, si on se projette et avec un peu d'espoir pour les plus âgés, on peut envisager qu'un jour, ils intègrent des cursus supérieurs? Oui. Nous, c'est ce qu'on cherche. L'idée, c'est vraiment que si les écoles réouvrent, les jeunes filles, en ayant suivi nos cours, elles ont le niveau pour réintégrer l'éducation publique. Aujourd'hui, par contre, on n'a pas de certification
pour ce qu'on fait. Et c'est un peu le sujet de l'année 2025, c'est qu'on aimerait approcher des institutions et des universités qui pourraient donner des crédits à ce qu'on a produit. Et pour celles qui aujourd'hui vont rentrer en terminale ou en première, on cherche aussi des solutions parce qu'en fait, on comprend que si c'est aller jusqu'au niveau terminal et après plus rien, c'est pas du tout motivant. Donc on essaye de trouver. Et l'idée, c'est de nouer éventuellement des partenariats avec des universités. Où, par exemple? C'est vraiment des sujets qui sont en discussion, mais là par exemple on a noué un partenariat avec une fondation qui nous a mis à disposition des licences gratuites sur la plateforme Coursera, donc c'est des MOOC, des contenus où on apprend seul, et ces MOOC ont une certification à l'issue, donc il y a plein de contenus. Ils peuvent passer leur partiel à distance, quoi. C'est pas vraiment, non, c'est vraiment des petits cours, donc pas des petits cours, mais je veux dire des cours, ça remplace pas l'université, mais par exemple, c'est un cours de coding ou un cours d'informatique ou un cours en management. Et à la fin, il y a une certification qui a été émise par l'université partenaire, qui reconnaît le cours et qui a fait le cours. Donc, il y a cette solution qu'on aimerait développer et proposer à toutes les élèves. Il y a des devoirs, il y a des examens? Tout à fait. Nous avons 3 examens par an, tous les 3 mois, et avec 2 semaines d'examen. Et en fait, pendant ces 2 semaines, les élèves se préparent, elles passent, et après, on leur donne souvent 1 semaine de vacances, et après, elles reprennent. Du coup, ça se passe très bien. Pour voir que tout se passe très bien, nous avons une équipe de 17 personnes de moniteurs qu'on appelle. Ils vont aller suivre le bon fonctionnement de la classe, des examens, avec des visites surprises. Et du coup, à la fin de chaque examen, on ne leur fournit pas un certificat parce qu'on n'est pas accrédité, mais par contre, on garde toutes leurs notes. Si un jour, on a la possibilité de les présenter à quelque part, soit à l'université ou autre, on peut leur fournir toutes les notes. Et après, ils peuvent aller se présenter, que ce soit à l'université, à l'étranger, ou même un jour en Afghanistan. Cette année, on a eu 2 élèves au niveau bac, et c'est terminal. Mais l'année prochaine, on aura à peu près 63 élèves. Du coup, voilà, d'où notre intérêt de... C'est la plus belle des récompenses? Oui, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Quelle est la part d'oralité et la part d'écrit, effectivement, dans ces examens, et même dans l'enseignement que vous prodiguez là-bas? Il y a une large place, justement, pour ce qui est oral, ou il y a aussi beaucoup d'écrits? C'est beaucoup d'écrits, mais c'est vrai que, typiquement, les examens, elles répondent à des questions papier. Mais c'est vrai qu'elles font beaucoup mais d'elles-mêmes plutôt de présentations orales, des concours d'éloquence, mais c'est quelque chose qui est à l'initiative de l'enseignante. Mais dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le fait de l'éloquence, de déclamer des vers, que la poésie est vraiment hyper intégrée au sein de la culture afghane et que c'est quelque chose qui continue. Il y a beaucoup aussi de concours de dessin. Enfin, la créativité de ces jeunes filles, elle est aussi impressionnante. On a tous les jours des envois de dessins, de choses qu'elles ont fait, de petites sculptures, beaucoup de création. Beaucoup de création. Une de nos élèves vient de publier son livre, sachant qu'elle est au collège. Et elle arrive à 15 ans. D'accord. 15 ans, je ne pourrais pas dévoiler la ville parce qu'on est présente à 22 provinces de l'Afghanistan. Mais voilà, pour dire que nos écoles... Vraiment, nos écoles sont un lieu où les élèves et les femmes peuvent s'épanouir. Et vous voyez instantanément, je ne sais pas, mais en tout cas assez rapidement l'impact de vos actions au quotidien. C'est l'heure de la loupe, vous restez avec nous, mesdames, bien évidemment. Et la loupe, c'est avec Alix. Alix, en Afghanistan, alors que l'accès à l'éducation est un combat au quotidien, un homme brave les interdits, lui aussi, et les obstacles pour offrir un avenir à tous ces enfants oubliés. Et oui, son nom est Wazir Khan et je vous propose tout de suite de regarder un extrait.
والأسمان كي الوته اوی غختل چی پزمکا زان مسافری او کینی. Dans un pays où l'éducation est devenue un luxe pour des millions d'enfants, Wazir Khan, 25 ans, incarne un espoir fragile mais déterminé. Depuis 2022, il sillonne les routes d'Afghanistan, son tableau noir sous le bras, pour enseigner les bases du savoir aux enfants des zones rurales. Une initiative de terrain menée à travers son association Today Child, qui a déjà permis à près d'1 millier d'élèves de recevoir un enseignement malgré l'absence totale d'infrastructures scolaires. 3 jours par semaine, Wazir et son équipe de bénévoles improvisent des classes en plein air. L'anglais, les langues pachto et dari, l'expression publique et la culture religieuse figurent au programme. C'est une bataille culturelle qu'il mène. Il martèle le message sans cesse: sans éducation, il n'y a pas d'avenir. L'urgence est là. Selon l'UNICEF, 3,7 millions d'enfants afghans sont privés d'école, dont 60% de filles. Depuis l'interdiction de l'enseignement secondaire et universitaire aux filles en 2022, 1,5 million d'entre elles ont été contraintes de quitter les bancs de l'école. Wazir Khan ne transgresse pas cette interdiction, mais il milite ouvertement pour leur droit à apprendre. Il sensibilise les parents, dialogue avec les anciens et appelle à la mobilisation. Et comment il fait pour contourner les restrictions? Il a notamment lancé une bibliothèque mobile, c'est ça? Oui, elle comprend des livres collectés auprès des habitants pour que les filles confinées chez elles puissent continuer à s'instruire. Son rêve est de construire une école en dur. Vous avez entendu parler de lui? Oui, mais je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais oui, il y a des Afghans, malgré... souvent, on parle des femmes en Afghanistan, mais il faut savoir que les hommes sont impactés aussi. Ces hommes qui luttent pour le droit des femmes en Afghanistan, que ce soit un des professeurs de l'université à Kaboul, pareil, il avait une bibliothèque mobile en Afghanistan et il a été emprisonné par le facto autorité en Afghanistan. Et pareil, à Khost, il y avait un homme qui était emprisonné par les talibans justement pour défendre le droit d'éducation aux filles. Et il faut vraiment souligner qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les femmes qui sont oppressées, mais également les hommes afghans. Également les hommes afghans. Et en parlant du taux de scolarisation, alors bien sûr, une chute drastique, on en a parlé bien sûr concernant les filles, mais ça a aussi un impact sur les garçons. Tout à fait. Oui. Il y a moins d'enseignantes, donc mécaniquement, les petits garçons aussi. Oui, et moins de profs. On a beaucoup de professeurs qui sont revenus vers nous pour nous demander aussi d'ouvrir des classes pour les garçons, parce que ça venait de demandes de parents qui, en voyant le programme scolaire changer, avaient aussi peur pour l'éducation de leurs garçons. Donc c'est vrai qu'eux aussi en pâtissent. Lutfia, comment vous développez vos différents projets, justement, vos différents projets éducatifs? À commencer par en quoi consiste par exemple le projet Laissez-nous apprendre? Alors, le projet Laissez-nous apprendre, nous avons la chance d'avoir des collègues qui ont travaillé à l'éducation afghane pendant la République. Grâce à nos collègues Awa et Madame Farida, nous avons conçu le programme. On se base sur le programme de la République. On a 8 matières qu'on enseigne et vraiment, on ne change pas le programme, mais par moment, on adapte. Par exemple, on a les cours scientifiques. Et si on voit qu'il y a des lacunes, on va faire un partenariat avec des ONG françaises en France pour former nos enseignantes en Afghanistan. Et en ce qui concerne les langues anglaises, par exemple, la langue anglaise, nous avons mis en disposition des cours en ligne à nos enseignantes directement en Afghanistan, depuis l'Afghanistan. Et ainsi, on forme les enseignantes, que ce soit dans la langue ou dans les matières scientifiques, pour qu'elles puissent transmettre correctement les notions à nos élèves. Qu'en est-il de la diversité du territoire? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est encore plus compliqué, plus délicat justement pour peut-être installer ces classes informelles? Aujourd'hui, on est présent dans 22
provinces sur les 34 que compte le pays. Donc, on a quand même une couverture géographique qui est assez large, tant dans des environnements très ruraux qu'urbains. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines zones où c'est plus compliqué, justement parce que c'est des endroits très ruraux et où c'est des petites communautés. Donc, en fait, s'il y a des nouvelles personnes qui se rendent dans le village, ça se remarque. Ouais. Mais à la fois, c'est aussi dans ces endroits très reculés où en fait la communauté autour de la classe est tellement soudée que finalement toute la communauté la protège et donc il y a peu d'incidents. Et les incidents finalement c'est aussi beaucoup plus dans les grandes villes. Typiquement Kaboul, la capitale, parce que plus surveillé, les autorités y sont. Donc c'est très variable. Et quel est le niveau de risque encouru pour une professeure ? Jusqu'à présent, on n'a eu aucun incident majeur. C'est vrai que les enseignantes, le simple fait d'accueillir une classe est un risque en soi qu'elles prennent. Et nous, depuis Paris, avec l'équipe de coordination, on répète ce risque. Enfin, je veux dire, quand une enseignante rejoint Naïstan, on lui dit bien, on veut bien lui faire prendre conscience du risque que c'est. Ça, c'est pas du tout caché. Et donc, jusqu'à présent, on n'a pas eu d'incident majeur où une enseignante a été convoquée. En fait, le pire qui nous est arrivé, c'est que les autorités locales viennent demander ce qui se passe aux représentants, aux chefs de la famille. Et à chaque fois, c'est le même narratif. C'est des ateliers de couture. C'est un atelier de couture gratuit pour les filles de la communauté parce que ma sœur peut plus travailler, ma mère peut plus travailler et il faut qu'elle s'occupe. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est vous qui essayez d'aller recruter des enseignantes ou ce sont des enseignantes là-bas ou des apprentis enseignantes qui font appel à vos services? Comment ça se passe, dans quel sens? Dans les deux sens ou... Nous, on se base beaucoup plus sur notre propre réseau. D'accord. On connaît quelqu'un qui nous présente, une enseignante qui travaille avec nous, elle va présenter sa sœur, sa cousine qui se trouve dans la province où on cherche, souvent. Ou bien les Afghanes ou les Afghans qui sont basés en France qui nous recommandent. Du coup, vraiment, ça se passe par le réseau et la connaissance. Et quand vous sondez les jeunes filles, notamment pendant les séances plus dédiées à l'aspect psychologique, est-ce que vous sentez qu'elles ont encore un minimum d'espoir? Est-ce qu'elles se projettent? Est-ce qu'elles arrivent à avoir des projets, même à moyen terme? Des témoignages qu'on a des psychologues, et oui, en vrai, et c'est important qu'on cultive, nous, cet espoir en continuant à accompagner ces classes. Mais je pense que, oui, il y a de l'espoir, et c'est ça qui est important et que je pense que nous, Naïstan, on a envie de véhiculer, c'est qu'en fait, elles ont une soif d'apprendre, elles ont envie d'avoir un avenir, d'avoir accès à des opportunités et il ne faut pas justement les abandonner. Aujourd'hui, on parle moins de l'Afghanistan, objectivement, et on est dans une situation où, on s'en rend compte aux États-Unis, en France, les fonds publics, les montants alloués à l'aide publique au développement, à l'aide humanitaire, rétrécissent drastiquement. Et en fait, c'est ces filles-là qui vont être impactées directement. Donc, nous, notre mission, c'est de ne pas les abandonner et de continuer à trouver des fonds pour soutenir ces classes et ces programmes de soutien psychosocial, de classes, de formation des enseignantes. Enfin, c'est tout un écosystème qui repose autour de Naïstan et qui a un impact vraiment hyper intéressant et important. L'autre gros sujet, forcément, c'est la fuite des cerveaux. C'était déjà un sujet avant la prise de pouvoir des talibans. Oui. Et j'imagine que ce phénomène va faire que ça croître maintenant, parce que même les filles que vous allez réussir à former, elles vont... même si elles adorent leur pays, elles vont peut-être ne pas rester. Ça aussi, c'est un sujet. C'est triste à dire, mais si les Afghans avaient la possibilité de fuir le pays, et ils feront tous. Parce qu'il y a la pauvreté, il y a le chômage, il y a les conditions que nous voyons tous les jours. Il y a les restrictions, pas seulement, encore une fois, sur les femmes, mais sur les hommes également, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et la vie est devenue insupportable en Afghanistan. Du coup, effectivement, dès qu'un Afghan a un moyen de sortir si je peux l'appeler un enfer, l'Afghanistan est devenu un enfer pour les femmes en Afghanistan. Il y a des femmes, pendant les 20 dernières années, ont énormément progressé. Ils étaient des ingénieurs, des mathématiciennes, des enseignants. Dans le domaine de la santé, beaucoup aussi. Et dans le domaine de la santé également. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas capables de travailler
et de faire fonctionner ni la société, ni leur propre famille. Effectivement, ça peut être vraiment néfaste pour l'avenir de l'Afghanistan. Comment maintenir l'espoir alors que, concrètement, quand on regarde effectivement la situation là-bas, on voit que ces femmes afghanes n'ont pas le droit de travailler. Il y a l'éducation, mais même après, tu te dis que même si je suis éduquée, je n'aurai pas le droit de travailler. Bah, nous, c'est notre grand sujet de qu'est-ce qu'on propose après le niveau terminal. Mais on essaye de les motiver tout au long de la scolarité pour qu'elles restent, qu'elles comprennent l'intérêt de... Enfin, on n'a pas besoin de leur faire comprendre parce qu'elles le savent, mais l'intérêt de venir dans ces classes. Parce qu'au-delà de l'aspect... j'apprends des choses. Ces classes, ça représente aussi un peu une bulle où elles se retrouvent entre pairs. C'est une configuration aujourd'hui qui est très compliquée. On peut rarement se retrouver entre filles dans une maison. Donc, c'est aussi un aspect où elles se retrouvent avec des jeunes filles de leur âge. C'est un lieu de sociabilisation aujourd'hui, ces classes. Et c'est aussi un aspect très important du programme. C'est de ne pas juste voir les classes comme un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu où on restaure un peu un semblant de normalité. Un lieu de survie. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues nous parler effectivement de votre ONG. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des dons à cette ONG Naestan. Merci beaucoup Anaïs Bataille, directrice des opérations de cette ONG, et à vous, Lutfia Attaï, chef de projet de cette très belle ONG Naestan. On ne manquera pas de faire un point d'étape avec vous, de prendre de vos nouvelles et encore une fois de faire un point sur la situation. Et on vous remet le lien, bien sûr, pour faire vos dons, de faire un point sur la situation en Afghanistan. Ma chère Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour un nouveau numéro du MAG. Excellente journée.